Aujourd'hui, on va parler d'un sujet financier qui, d'une part, gagnerait à être plus connu et qui, d'autre part, est assez peu couvert par rapport à d'autres produits financiers. Aujourd'hui, on parle des obligations. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par obligation ? Dit simplement, c'est comme une promesse de remboursement. Vous prêtez votre argent et on vous le rendra plus tard, avec des intérêts en bonus. Et il faut comprendre que derrière ce terme un peu sérieux, en fait se cache un pilier de notre économie, avec une histoire d'une part fascinante et ensuite un rôle clé dans l'actualité. Donc dans cette vidéo, on va essayer de découvrir d'où viennent les obligations, à quoi elles servent et quels sont leurs types, et pourquoi on en parle autant aujourd'hui. Et normalement, à la fin de cette vidéo, les obligations, elles auront plus aucun secret pour vous. Alors déjà, on va commencer par remonter un peu le temps pour voir d'où viennent ces fameuses obligations. Il faut savoir que les obligations, elles existent depuis très longtemps. Dès la Renaissance, les souverains et les marchands, ils utilisaient déjà ce système pour financer de grandes dépenses. Par exemple, les rois, ils pouvaient lever des fonds pour des campagnes militaires ou des expéditions commerciales en émettant des titres de dette. Et oui, faire la guerre ou découvrir des nouveaux continents, ça coûte cher. Une obligation, c'est donc à l'époque un bout de papier qui atteste que l'État ou la cité vous devez de l'argent plus un intérêt. Au XVIe siècle, en France, le roi Henri II a lancé l'un des premiers emprunts obligataires à Lyon en 1555 pour renflouer les caisses royales. Et plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle, des places financières comme Amsterdam ou Londres ont vu naître les premiers marchés obligataires où l'on s'échangeait ces titres de dette. Au fil du temps, la pratique elle s'est généralisée. Chaque fois qu'un gouvernement ou une entreprise avait besoin de beaucoup d'argent, ils émettaient des obligations. Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les gouvernements ont lancé des emprunts de guerre que les citoyens étaient encouragés à souscrire pour financer l'effort national. Nos grands-parents, en France, ont peut-être entendu parler des emprunts d'État de l'époque, invitant chacun à prêter à la patrie. Aux États-Unis, on parlait de Liberty Bonds. Ces anecdotes historiques, elles montrent que les obligations, elles ont été un outil indispensable à travers les siècles pour réaliser de grands projets, qu'il s'agisse de construire des chemins de fer, des canaux ou de gagner une guerre. Donc une obligation, c'est une forme de prêt. Mais concrètement, à quoi ça sert aujourd'hui pour ceux qui émettent ces obligations et pour ceux qui les achètent? Pour un État, émettre des obligations, ça permet de financer ses dépenses. Par exemple, construire des écoles, des hôpitaux, des routes, payer le fonctionnement des services publics ou combler un déficit budgétaire. Et si l'État n'a pas assez d'impôts ou de revenus pour tout payer tout de suite, il emprunte sur les marchés en émettant des obligations. On parle souvent à ce moment-là d'obligations d'État ou de bons du Trésor. C'est une alternative à augmenter fortement les impôts du jour au lendemain. En échange, l'État s'engage à rembourser les prêteurs, les acheteurs d'obligations, à une date future avec un intérêt. Pour une entreprise, c'est un moyen de trouver de l'argent pour investir et grandir. Imaginons une entreprise qui veut construire une nouvelle usine ou lancer un nouveau produit. Elle peut emprunter à la banque, elle peut augmenter son capital, c'est-à-dire émettre et vendre des actions, ou émettre des obligations. En émettant des obligations, on parle d'obligations d'entreprise, la société emprunte directement auprès des investisseurs du marché. Ça lui permet souvent d'emprunter des montants importants à un taux convenu, sans diluer la propriété de l'entreprise, contrairement aux actions. L'entreprise devra rembourser ses obligations plus tard, avec des intérêts, bien sûr. Pour l'investisseur qui achète ses obligations, c'est un placement qui rapporte des intérêts réguliers. Et justement, parlons du point de vue de l'acheteur, donc l'investisseur, qui peut être un particulier comme vous et moi, une banque, un fonds d'investissement, etc. Mais alors, pourquoi acheter des obligations? Principalement parce que c'est un investissement relativement sûr et stable. En général, une obligation bien notée comporte moins de risques qu'une action et elle offre un revenu fixe sous forme d'intérêt, ce qu'on appelle aussi un coupon. C'est un peu comme un compromis entre le livret d'épargne et l'action. Ça rapporte plus qu'un livret bancaire classique sans les montagnes russes de la bourse, dans la plupart des cas. Bien sûr, tout dépend de qui émet l'obligation. Prêter à un État solide, comme la France ou l'Allemagne, c'est très sûr, et je mets beaucoup de guillemets, on est presque certain, avec encore beaucoup de guillemets, de revoir son argent. Tandis que prêter à une petite entreprise peu connue ou à un état moins stable, c'est logiquement plus risqué. Mais dans ce cas-là, le taux d'intérêt offert, il sera plus élevé pour compenser le risque. En résumé, les obligations, elles servent aux uns à se financer et aux autres à placer leur argent de façon assez sécurisée, avec un rendement assez prévisible. Cependant, évidemment, attention, investir, ça comporte des risques de perte totale ou partielle de votre capital.
Le mot obligation, il cache en fait une grande famille de produits financiers. Il y en a de plusieurs sortes, mais on peut déjà distinguer quelques grandes catégories relativement simples. Déjà, on peut comparer les obligations d'État et les obligations d'entreprise. On l'a vu, les obligations d'État, elles sont émises par les gouvernements. Par exemple, la France, elle émet des OAT, des obligations assimilables du Trésor. Les États-Unis, eux, ils émettent des Treasury Bonds, etc. Ces obligations souveraines, elles sont en général considérées comme les plus sûres dans les pays économiquement stables. Après tout, un État, il peut lever des impôts pour rembourser et ne fait, en théorie, encore beaucoup de guillemets, pas faillite aussi facilement qu'une entreprise. A l'inverse, les obligations d'entreprise, on dit aussi obligations corporate, elles sont émises par des sociétés privées. Leur niveau de risque et de rendement, il dépend donc beaucoup de la solidité de l'entreprise. Une grande entreprise, comme Apple ou Total par exemple, pourra emprunter un taux assez bas, alors qu'une entreprise inconnue ou fragile, elle devra offrir un taux plus élevé pour attirer les investisseurs. Il existe même des agences de notation, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, qui donnent des notes aux émetteurs pour indiquer la qualité. C'est là qu'on parle de AAA, de AA, de triple B, etc. Un peu comme une note de solvabilité. Ensuite, on peut comparer les obligations avec coupon et les obligations sans coupon. Le coupon, c'est le nom donné aux intérêts périodiques versés par l'obligation. Historiquement, les obligations, c'était des titres papier avec des petits coupons détachables que l'on présentait pour toucher les intérêts, d'où le nom. Une obligation avec coupon verse donc un intérêt, souvent tous les ans ou tous les semestres, jusqu'au remboursement final. Par exemple, une obligation à 5% de coupon sur 10 ans de 1000 € vous verse 50 € par an, puis vous rend vos 1000 € à l'échéance. A l'inverse, une obligation sans coupon, aussi appelée obligation zéro coupon, ne verse pas d'intérêt régulier. Mais si elle verse pas d'intérêt, alors comment ça marche? En fait, on l'achète à un prix inférieur à sa valeur de remboursement. Par exemple, vous payez aujourd'hui 900 € et dans 10 ans, l'émetteur vous remboursera 1000 €. La différence, les 100 € constituent les intérêts cumulés. Et ce type d'obligation, il est pratique pour ceux qui ne veulent pas de paiement régulier ou pour l'émetteur qui n'aura pas de charge d'intérêt chaque année. L'État français émet par exemple des obligations zéro coupon. Et certains produits d'épargne, ils sont basés sur ce principe. Mais bien sûr, il existe d'autres types d'obligations qui sont un peu plus spécifiques. Par exemple, les obligations indexées sur l'inflation, où le montant rembourse l'inflation pour protéger l'investisseur de la hausse des prix. Ou encore les obligations perpétuelles, qui n'ont pas de date de fin définie et qui versent des coupons indéfiniment jusqu'à ce que l'émetteur décide de rembourser. C'est assez rare, mais il y en a eu dans l'histoire. Il y a même des obligations vertes, les fameux green bonds, dédiés au financement de projets écologiques. Mais on va pas trop se compliquer la tâche, les plus communes pour le grand public, ça reste nos 4 catégories citées, les obligations d'État versus les obligations d'entreprise et les obligations coupons versus les obligations zéro coupon. Alors pourquoi ça devrait vous intéresser ? Les obligations, c'est un peu l'ossature invisible de l'économie. On en parle peu, mais elles sont partout. Et en fait, sans elles, beaucoup de choses qu'on considère comme acquises n'existeraient pas. Et surtout, sans le savoir, vous en détenez peut-être déjà. Si vous avez une assurance vie, un fonds de retraite ou même un simple livret d'épargne, il y a de grandes chances qu'une partie de votre argent soit placée en obligations. C'est un circuit qui fait tourner l'économie et qui vous concerne directement. Et c'est aussi un outil d'investissement souvent méconnu. Si vous voulez faire travailler votre argent sans prendre autant de risques qu'en bourse, et je remets encore une 15e fois des guillemets, les obligations, elles peuvent être une alternative intéressante. Elles rapportent souvent plus qu'un livret bancaire, tout en étant plus stables que les actions. Et au-delà de ça, elles ont un impact direct sur notre quotidien. Quand les taux des obligations montent ou baissent, ça influence les taux des crédits immobiliers, le coût de la dette publique et même le rendement de certains livrets. Et puis, il y a aussi le rôle qu'elles jouent en temps de crise. Quand les marchés financiers sont chahutés, quand l'incertitude est forte, les investisseurs, ils se tournent souvent vers les obligations d'État, parce qu'elles sont perçues comme plus sûres. C'est un des piliers qui stabilise le système économique. Et enfin, comprendre les obligations, c'est aussi mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. La dette publique, les décisions des banques centrales, les annonces sur l'inflation, ces sujets y reviennent tout le temps dans l'actualité. Et une fois qu'on sait comment fonctionnent les obligations, tout devient beaucoup plus clair. Bref, c'est pas juste un truc de financier. C'est un rouage essentiel de l'économie qui influence notre argent, nos investissements
et même notre quotidien. Voilà, vous en savez beaucoup plus sur les obligations. Pour résumer, les obligations, c'est des instruments financiers qui offrent des placements sécurisés avec un revenu régulier. Elles permettent de financer divers projets, des infrastructures aux dépenses d'urgence et se déclinent en plusieurs types selon les besoins. En bref, les obligations, elles fonctionnent comme un grand circuit de prêt essentiel à l'économie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alexis et si le nom de cette chaîne c'est Jared, c'est parce que c'est le nom de notre société qui développe un outil pour vous aider à gérer vos finances. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner. Et s'il y a des sujets que vous souhaiteriez voir en vidéo, dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.